C'est un énorme plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'atelier de dissémination de la 4e édition des cahiers économiques de la Banque mondiale. Ça, c'est le cahier et je vous invite à vous assurer que vous avez un exemplaire avec vous. Chaque année, on présente dans le cahier économique l'état de lieu de l'économie centrafricaine à base de données de l'année précédente, dans ce cas 2020, et la prédiction à court terme 2021 et à moyen terme 2022-2024. En plus, chaque année, ce rapport met la lumière sur un sujet d'intérêt pour le futur du pays et on propose des recommandations. L'année passée, il y avait des recommandations pour la diversification de l'économie. Cette année, on parlera du capital humain. Commençons par l'état de lieu de l'économie centrafricaine. 2020 était l'année de la pandémie Covid-19. Malgré l'impact sanitaire relativement contenu dans la RCA, la pandémie du Covid-19 a conduit au ralentissement de l'économie centrafricaine pour la 5e année consécutive. Une croissance de 0,8% du PIB comparé avec 3% en 2019. Néanmoins, et ça est une bonne nouvelle, cette croissance du PIB de la RCA de 0,8% a dépassé la moyenne des pays régionaux de la CEMAC et aussi des pays touchés par la fragilité des conflits et la violence. Du côté de l'offre, la dynamique positive du secteur agricole a empêché l'économie d'entrer en récession. Et les secteurs de la foresterie et des télécommunications ont mieux résisté que prévu. Du côté de la demande, la consommation privée s'est contractée en 2020, reflétant une baisse des revenus des ménages. La situation budgétaire s'est détériorée et la RCA reste exposée à un risque élevé de surendettement. D'autre part, les recettes intérieures du pays ont été plus élevées qu'anticipées pendant la pandémie du Covid-19, principalement grâce à une augmentation significative des recettes non fiscales. Si 2020 était l'année du Covid-19, tout semble indiquer que 2021 sera l'année de la nouvelle crise sécuritaire. Nos projections indiquent que les effets combinés du Covid-19 et du regain d'insécurité devraient plonger l'économie centrafricaine en récession en 2021. Nos projections indiquent que le PIB devrait reculer de 0,6%, soit presque 6% en deçà des projections d'avant Covid-19 et des élections. Parlons de conséquences directes de la détérioration de la situation sociale, humanitaire et fiscale. Environ 72% de la population devrait vivre dans une pauvreté extrême en 2021, soit plus de 3,5 millions d'habitants. La situation fiscale devrait rester tendue en 2021 avec l'impact significatif du blocage du corridor Bangui-Douala pendant plusieurs semaines, bien que les efforts actuels du gouvernement en termes de mobilisation des ressources domestiques devraient éventuellement permettre d'atténuer les tensions de trésorerie. En plus de cela, il y a l'incertitude ou la suspension du soutien ou la mise en veille des appuis budgétaires de certains partenaires au développement. Monsieur le ministre, Excellences, distingués invités, l'extrême pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'accès limité aux services publics de base, en particulier dans des zones reculées, resteront les préoccupations majeures à moyen terme pour le période 2022-2024. Les perspectives économiques sont positives dans le moyen terme, mais très vulnérables. Il y a deux conditions pour que ces perspectives positives se matérialisent. Une amélioration durable de la situation sécuritaire et politique sur le plan national et la reprise économique mondiale avec la crise du Covid-19. Si ces deux conditions ne se donnent pas, les perspectives positives deviennent sombres. La situation mondiale du Covid-19 n'est évidemment pas sous le contrôle de la Centrafrique. Alors qu'est-ce qui est sous le contrôle de la Centrafrique qui peut mener le pays vers une reprise robuste, résiliente et inclusive? En premier lieu, promouvoir la paix, évidemment, mettre fin à l'insécurité et promouvoir un dialogue politique inclusif. Deuxièmement,
mettre en œuvre un déploiement équitable des vaccins Covid-19. La pandémie n'est pas encore finie et peut encore avoir des effets dévastateurs sur la population centrafricaine. Troisièmement, assurer une gestion budgétaire saine et prudente en mettant en place des procédures de contrôle interne des dépenses publiques, éviter par exemple le recours à des procédures exceptionnelles, renforcer la mobilisation des ressources domestiques et créer des conditions dans lesquelles les partenaires d'appui budgétaire puissent concrétiser leurs actes. Monsieur le ministre d'Excellence, distingué invité, revenons maintenant sur le thème choisi cette année, investir dans le capital humain pour protéger l'avenir. Comme tout le monde le sait, le capital humain est un moteur central de la croissance durable et la réduction de la pauvreté. Pourtant, la RCA a des lacunes substantielles en capital humain et des besoins énormes. À titre d'exemple, les enfants nés en RCA en 2020 ne devaient réaliser que 29% de leur productivité maximale à l'âge adulte. Le nombre d'années de scolarisation escomptée des enfants centrafricains est de 4,5 années, contre une moyenne sous-régionale, la CEMAC, de 7,2 années et 8,6 années pour les pays semblables touchés par la fragilité des conflits et la violence. Des écarts significatifs existent également sur le plan de la santé, avec une mortalité infantile et des adultes, et des retards de croissance des enfants élevés par rapport aux autres pays. Les estimations indiquent que le nombre d'enfants en âge d'aller à l'école primaire en RCA devrait presque doubler, passant de 0,8 millions en 1990 à 1,8 million en 2050. Ce fait nous appelle à agir de manière urgente pour renforcer l'accumulation du capital humain. Ces jeunes seront les adultes du futur. Et donc, la question cruciale est comment ces gens arriveront à l'âge adulte, avec une santé et des compétences qui leur permettra d'exploiter et faire valoir le potentiel énorme que les ressources de la Centrafrique leur offrent. L'investissement dans le capital humain n'est donc pas seulement une opportunité, mais une nécessité pour permettre à la RCA de tirer profit du dividende démographique et en même temps éviter que sa population jeune ne devienne une malédiction ou un handicap pour le pays. Cette opportunité et nécessité d'investir dans le capital humain contraste avec le sous-investissement systématique dans les secteurs sociaux au cours des dernières décennies. Par exemple, les dépenses publiques de santé par habitant étaient estimées à 97 $ en parité de pouvoir d'achat, bien en dessous de la moyenne de 305 $ en CEMAC et 120 $ en pays fragiles et 120 $ en pays fragiles. De même, les dépenses publiques d'éducation en 2018 ne représentaient que 1,9% du PIB et 10,6% des dépenses publiques totales en RCA, des chiffres bien inférieurs aux 3,1% et 16% respectivement de la CEMAC et aux 4,1% et 16% respectivement pour les pays touchés par la fragilité et le conflit. Il y a ici des marges de manœuvre politiques et des arbitrages budgétaires à faire, notamment en termes d'allocation et d'exécution budgétaire dans le secteur social. Indépendamment de ce choix politique crucial, le gouvernement devrait faire tout ce qu'il peut pour maximiser les ressources disponibles. Dans ce contexte, le renforcement de la mobilisation des recettes domestiques reste primordial. Cependant, les efforts et réformes doivent aller au-delà du manque à gagner au niveau des régies fiscales et douanières. Ça doit inclure l'augmentation de l'assiette fiscale, notamment à travers la mise en place d'un environnement d'affaires plus attractif. Aussi, la RCA se doit de conserver ou regagner dans certains cas le soutien des partenaires au développement. En effet, les dons des partenaires techniques et financiers représentaient plus de 52% des recettes totales du gouvernement en 2019. En somme, la RCA devrait renforcer le capital humain pour réduire la pauvreté, créer des opportunités économiques
s'attaquer aux facteurs de fragilité et transformer une malédiction démographique en dividende démographique. Mais quels sont ces investissements dans le capital humain que la Banque mondiale recommande au gouvernement centrafricain? Voici quelques exemples. Renforcer l'autonomisation des femmes et des filles pour accélérer la transition démographique de la RCA, en renforçant les programmes de planning familial, réduisant les mariages et les grossesses précoces. Assurant l'efficacité, le caractère inclusif et la bonne exécution des dépenses publiques dans le secteur social. Relever les défis du développement de la petite enfance à travers, par exemple, le maintien de la gratuité des soins ciblés pour les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes et allaitantes, et les tendre à d'autres risques, et le renforcement de la lutte contre la malnutrition infantile. Finalement, renforcer la gouvernance de les institutions dans le secteur social, en évitant, par exemple, la prolifération des ministères et des structures administratives centrales, dont beaucoup sont financièrement coûteux et ont un impact marginal sur les résultats, et aussi l'accélération de la décentralisation des responsabilités en matière de gestion budgétaire, tout en mettant en place des mécanismes appropriés de contrôle d'établissement de rapports d'audit, etc. Mon collègue Wilfried Kwame, qui est là, économiste à la Banque mondiale, élaborera sur ces recommandations dans sa présentation. Monsieur le ministre, Excellences, distingués invités, comme vous le voyez, et comme nous savons tous, la tâche qui attend la Centrafrique est lourde, mais elle est faisable. Et surtout, les opportunités du développement de la Centrafrique sont énormes. Comptez sur nous pour vous appuyer. Je vous remercie. Monsieur le représentant du ministre d'État chargé de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Monsieur le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les chargés de mission, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et organisations internationales accréditées en République centrafricaine, Monsieur le représentant résident de la Banque mondiale, Mesdames et Messieurs, chers participants en vos rangs, grades et qualités respectifs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour la cérémonie d'ouverture de l'atelier de dissémination de la 4e édition des cahiers économiques de la République centrafricaine intitulée « Investir dans le capital humain pour préserver l'avenir ». Je voudrais avant tout, au nom du gouvernement que dirige son Excellence, M. Henri-Marie Londra, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, souhaiter la bienvenue à tous les participants et vous remercier d'avoir bien voulu prendre part à cet atelier en dépit du contexte pesant lié à la pandémie du Covid-19 et ses multiples contraintes. Cela témoigne à suffisance l'intérêt que vous portez aux efforts déployés par le gouvernement. Mesdames et Messieurs, je voudrais particulièrement remercier le représentant résident de la Banque mondiale et l'ensemble de son équipe qui, depuis des années, se sont engagés à mener des études analytiques sur plusieurs problématiques de l'économie centrafricaine et qui aboutissent chaque année à la publication d'une nouvelle édition des cahiers économiques de la République centrafricaine, dont la 4e édition, objet du présent atelier, a pour thème « Investir dans le capital humain pour préserver l'avenir ». Monsieur le représentant de la Banque mondiale, la publication de ces cahiers économiques par votre institution est une marque d'attention et d'intérêt pour notre pays, la République centrafricaine. Elle s'inscrit dans le cadre de ce long et séculaire partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et la République centrafricaine, visant à soutenir sa reconstruction et son repositionnement comme pôle de croissance et de développement, mais également comme un acteur important de l'intégration sous-régionale. La 4e édition des cahiers économiques de la République centrafricaine, dont nous procédons à la dissémination ce matin avec votre appui, a été réalisée après un travail minutieux de collecte de données et d'échanges avec les acteurs nationaux, faisant ainsi cette approche participative un instrument de dialogue entre la banque et la RCA. Elle permet
de relever les difficultés structurelles dans la mise en œuvre par le gouvernement des programmes et projets de développement. De ce point de vue, elle a, à travers les recommandations utiles formulées dans le rapport, un caractère interpellatif tant pour le gouvernement que pour les partenaires au développement. J'émets le vœu que ces recommandations soient appropriées par la partie nationale et fassent l'objet de réformes soutenues par les programmes de la Banque mondiale en faveur de notre pays. C'est ici le lieu pour moi d'exprimer particulièrement mes remerciements à vous et toute votre équipe, ainsi qu'à votre institution pour son soutien constant à la RCA, à travers son appui à la mise en œuvre des réformes économiques et financières inscrites dans son programme d'appui budgétaire et son vaste portefeuille d'intervention dans les divers secteurs de l'économie nationale et surtout dans les secteurs sociaux. L'exécution de tous ces programmes et projets devrait contribuer à soutenir les efforts entrepris par le gouvernement en vue de restaurer la paix sociale. Cette rencontre qui est devenue une tradition, il faut le dire, dans le mode opératoire de notre coopération avec la Banque mondiale, jette ainsi la nécessité de repenser une meilleure approche permettant, comme le dit la thématique, investir dans le capital humain pour préserver l'avenir. La 4e édition des cahiers économiques de la République centrafricaine nous interpelle tous dans la mesure où elle identifie les faiblesses structurelles dans les secteurs sociaux et propose des pistes de solutions à court, moyen et long terme pour y remédier. Mesdames et messieurs, je voudrais, au terme de mon propos, réaffirmer à l'équipe de la Banque mondiale ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers la volonté du gouvernement à mettre en œuvre les recommandations formulées dans ce rapport. Je lance un appel solennel aux partenaires au développement qui nous soutiennent et qui sont toujours présents à nos côtés de se mobiliser fortement pour la mise en œuvre de ces recommandations. C'est sur cette note d'encouragement et d'espoir que je termine mon propos en souhaitant que cet atelier soit l'occasion d'échanges fructueux et surtout d'appropriation des recommandations formulées par ce travail de grande qualité. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l'atelier de dissémination de la 4e édition des cahiers économiques de la République centrafricaine. Je vous remercie. D'abord que j'adresse à la partie locale pour leur contribution, leur participation à la rédaction de ce rapport. Ce rapport n'aurait pas vu le jour sans la contribution de la partie locale qui nous a aidés depuis notre conception du projet au résultat préliminaire ainsi qu'à la validation du rapport et à la révision des recommandations de politique économique. Je vais commencer la présentation en présentant, comme l'a indiqué le représentant président, la première partie qui porte sur le développement économique récent. On a observé que depuis 2015, l'économie centrafricaine a eu des performances économiques qui ont été très bonnes. On estime qu'entre la période 2015 et 2019, par exemple, que l'activité économique a progressé à un taux moyen de 4,1% sur cette période. La moyenne quinquennale la plus élevée depuis l'indépendance du pays. Cependant, au cours des dernières périodes, le nombre d'incidents liés au conflit a baissé sur cette période, ce qui a favorisé l'activité économique. Elle a baissé de 251 incidents liés au conflit en 2014 à 61 en 2019, sous l'impulsion de l'accord de paix qui a été signé en février 2019. Dans ce contexte, nous sommes entrés en 2019 avec une croissance économique qui a été revisée à la baisse due notamment à la pandémie à Covid-19, qui a poussé l'économie à une croissance économique de 0,8%. Donc on estime sur cette base de cette croissance économique que le revenu par habitant a baissé de 1,1% en 2020. Pour rappel, l'année 2019, le revenu par habitant avait augmenté de 1,2% en 2019. Donc on voit ici le gain qu'il y a eu en 2019 et le rétrécissement qu'il y a eu en 2020. Ce point de pourcentage en deçà des projections pré-pandémiques. Donc on constate ici l'impact que la pandémie a eu sur l'économie centrafricaine en tenant compte bien évidemment des faiblesses structurelles de l'économie.
On estime que d'ici 2025, le PIB par habitant devrait être à peu près similaire à celui de 2003, en raison notamment d'une combinaison de facteurs. On a le coup d'État de 2003 et 2013, et on a également la pandémie à Covid-19 et la crise électorale de 2020. Donc sous cette période, si on fait un peu un recul, le revenu par habitant aura perdu des points de croissance qui s'estiment sur une période d'environ 25 années. Comme vous pouvez le voir, les performances économiques de la RCA, comme je discutais tantôt, a été largement, sur la période 2015-2019, relativement supérieure à celle des pays de la CEMAC, à la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne, mais également à la moyenne des pays en situation de conflit et de fragilité. La situation budgétaire s'est détériorée en 2019. Donc les revenus intérieurs, bien qu'elles aient performé mieux que ce qui était prévu au début de la pandémie, restent à des niveaux faibles. Donc, elles ont été élevées notamment parce qu'on a eu un soutien des bailleurs de fonds qui a été significatif pendant la pandémie à Covid-19. Donc on a les dons qui sont passés de 9,6% du PIB en 2019 à 13,3% du PIB en 2020. Ce qui a permis de minimiser en quelque sorte l'impact économique que la pandémie a eu sur l'économie centrafricaine. Les dépenses publiques ont augmenté également de manière significative face à cette pandémie parce que le gouvernement a mis les moyens pour pouvoir répondre à la pandémie à Covid-19. Donc on a eu une augmentation d'environ 17% en 2019 à plus de 24% en 2020. Par conséquent, le déficit budgétaire s'est élevé autour de 3% du PIB en 2020, une tendance inverse à l'excédent budgétaire de 1,4% qui avait été obtenu en 2019. La RCA reste exposée à un risque élevé de surendettement, dû bien sûr à des facteurs structurels. Ces facteurs structurels, c'est notamment la faiblesse des ressources domestiques, mais également le faible niveau des exportations. La dette est en baisse continue. On peut l'observer sur l'Afrique depuis 2015, notamment depuis son niveau de 63% du PIB en 2013, et elle continue d'être sur une tendance baissière, et elle a également baissé à 44,1% du PIB en 2020. On voit que contrairement aux autres pays, les performances, mais le niveau de la dette continue de baisser en RCA, ce qui est une nouvelle positive et un encouragement au gouvernement de continuer les efforts en termes de gestion de la dette publique, mais également les efforts en termes de soutenabilité de cette dette publique-là. Le déficit commercial a été plus large et a contribué à une détérioration du compte courant. Donc, notamment, la position extérieure de la RCA s'est améliorée en 2019 avec un déficit qui a atteint son plus bas niveau depuis 2013 à 4,8% du PIB. Cependant, ce déficit du compte courant a grimpé en 2020 avec la pandémie du Covid à 7,6% du PIB, sous l'effet notamment de la faiblesse de la demande extérieure, donc la faiblesse des exportations du pays, et également des transferts privés qui ont ainsi qu'une augmentation du déficit de la balance du pays à faire face à la pandémie à Covid-19. Les perspectives économiques, comme légèrement énumérées par le représentant résident, elles restent positives, mais elles restent très vulnérables à la recrudescence de la violence et de l'insécurité, et elles restent conditionnelles, bien évidemment, à la reprise économique mondiale. Si la reprise économique mondiale est importante, les exportations vont augmenter, la demande des biens que la RCA exporte va augmenter, donc ceci va aider l'économie à pouvoir reprendre progressivement. Donc c'est les deux conditions qui ont été mentionnées par le représentant résident. Une situation sécuritaire qui devrait s'améliorer pour favoriser cette reprise économique positive, mais également au niveau global, la reprise économique des pays partenaires de la RCA. Donc je vais commencer très rapidement en présentant un peu la situation de la RCA. Ensuite, le rapport discute de quelles sont les raisons pour lesquelles la RCA se retrouve à ce niveau, et on fait une série de recommandations pour pouvoir ensemble réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de la RCA. Donc, on le reconnaît, dans toutes les économies du monde, l'amélioration du capital humain est essentielle pour réduire la pauvreté et lutter contre les facteurs de fragilité. Plusieurs études montrent par exemple qu'environ un tiers des différences de revenus
par habitant entre les pays sont expliqués dans l'humain et la pauvreté dans les pays. Donc les pays qui ont des scores de l'indice de capital humain élevés arrivent de manière très forte à réduire la pauvreté. On peut voir où est-ce que la RCA se situe par rapport aux autres pays. On va parler de quelques statistiques pour vous montrer un peu l'ampleur de la situation. Donc la probabilité de survie d'un enfant né en RCA a augmenté au cours des dernières décennies, mais reste inférieure à la moyenne des comparateurs. L'étude de développement durable numéro 4. Donc si on prend en 2019, le taux brut de scolarisation du primaire, au niveau du primaire, était de 112%, contre 112%, 35% au niveau du secondaire, et lorsqu'on passe au niveau du supérieur, on a ce taux qui passe juste à 20%. Sur la base du mix de 2019, on a environ 39% des personnes âgées de 16 à 18 ans qui, normalement, devraient être à l'école, qui ne terminent pas l'enseignement primaire. Donc on voit comment ces personnes-là sortent de l'école à bas âge et se retrouvent donc en dehors du système scolaire. Au niveau de la qualité de l'éducation, également, il y a des efforts à faire. Les résultats d'apprentissage restent faibles par rapport, encore une fois de plus, aux pays, aux comparateurs. Si on regarde plus l'écart au niveau des sexes, on voit qu'il y a également un gap important à combler entre les filles et les garçons. Pendant plusieurs années, on a des pénuries importantes des enseignants, donc ce qui conduit à des ratios élèves-enseignants qui restent extrêmement élevés et bien sûr avec des disparités régionales et qui a baissé légèrement au cours des dernières décennies. L'espérance de vie s'est améliorée également légèrement au cours des dernières décennies, mais ces progrès qui peuvent qualifier un début de transition démographique restent relativement marginaux. Au cours des dernières 4 décennies, la croissance démographique de la RCA a entraîné une perte de bien-être. Si on compare par rapport aux autres pays, même de la CEMAC, et le rapport en discute, l'augmentation de la croissance démographique a entraîné une amélioration du bien-être, c'est-à-dire que le revenu par habitant s'est amélioré, les conditions de vie des habitants s'est amélioré. Pour la RCA, on n'observe pas ce cas-là. Donc on ne voit pas le lien positif qu'il devait avoir entre une augmentation de la population et une amélioration des conditions de vie. Donc ça encore une fois, c'est ce qui nous appelle à, en quelque sorte, tirer un peu la sonnette d'alarme, à dire il y a un défi ici à faire, des décisions à prendre en termes de faire en sorte que cette population jeune puisse être un bénéfice pour le pays et que ça n'entraîne pas des pertes de bien-être comme observé au cours des dernières années. Donc les 30 prochaines années, nous considérons dans ce rapport qu'ils seront décisifs et ça va nécessiter des choix qui doivent être pris maintenant. De recommandations. Donc ici, dans la présentation, j'ai juste regroupé les 4 gros groupes de recommandations que je vais présenter ici. C'est de relever les défis du développement de la petite enfance à travers par exemple des programmes d'alimentation scolaire, de provision de fournitures scolaires, de protection sociale. Encore une fois, comme mentionné par le représentant résident, la question de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes. Favoriser l'autonomisation des femmes pour pouvoir accélérer la transition démographique, c'est un élément clé dans les autres pays qui se voient comme participant de manière très forte à la transition démographique, mais également à l'augmentation de la productivité, parce que les femmes vont participer davantage au marché du travail. Mettre l'accent sur la fourniture de services publics dans les secteurs sociaux qui soient efficaces et inclusifs. Ici, par inclusivité, on inclut également tous ceux qui sont des déplacés internes, les réfugiés. On inclut également les régions qui, dans plusieurs statistiques, restent très en marge de la fourniture de services publics. Il est urgent de réformer le système éducatif sanitaire en mettant l'accent davantage sur les compétences. Jusqu'à présent, le système, ce qu'on a observé, c'est qu'il restait focalisé sur juste l'acquisition de connaissances, mais pas suffisamment sur les compétences. Donc les individus peuvent rentrer à l'école, sortir de l'école, mais ils ne seront pas suffisamment compétents pour pouvoir intégrer le marché du travail. Donc c'est un appel ici à réfléchir à comment on fait en sorte que les systèmes éducatifs sanitaires, mais également de protection sociale, mettent l'accent sur l'acquisition de compétences, parce que c'est cette acquisition de compétences qui sera déterminante
dans la capacité des individus à intégrer facilement le marché du travail, mais également à exercer pleinement leur potentiel sur le marché du travail. On a observé depuis plusieurs années que les questions de fragilité, donc notamment la récurrence des conflits dans certaines zones, et également le Covid, la crise, la pandémie à Covid-19, nous a poussé plusieurs pays, dont la RCA, à interrompre de manière temporaire l'apprentissage. Ici, nous appelons à réfléchir sur comment dynamiser le système existant. Nous avons eu écho qu'il y avait un système existant pour permettre le rattrapage des élèves en cas d'interruption. Nous appelons à réfléchir à comment dynamiser le système, de sorte à ce que si l'école ferme dans une zone parce qu'il y a des conflits pendant 1 mois, 2 mois, que ce rattrapage puisse se faire. Encore une fois, le capital humain, c'est une accumulation. Donc tout ce qu'on met dans son sac va permettre de pouvoir permettre aux individus d'être plus productifs sur le marché du travail. Donc, il faut réfléchir à comment minimiser l'impact des conflits récurrents sur l'apprentissage et notamment penser à préparer le marché du travail en tenant compte du changement du marché du travail. Donc, le changement du marché du travail tient compte du rôle plus important de la technologie. Donc, est-ce que le système prend en compte ce rôle plus important de la technologie? Est-ce que les enfants, dès le bas âge, ou dans le système sont mis face à ces changements technologiques? Parce que le monde du travail également évolue et il faut que le système s'adapte pour pouvoir éviter qu'il y ait des écarts au moment où les enfants et les élèves vont intégrer le marché du travail. On appelle également à renforcer la gouvernance et les institutions dans les secteurs du capital humain, mais notamment dans les secteurs sociaux, et une nécessité de renforcer la coordination entre les partenaires techniques et financiers. Donc, dans le secteur de l'éducation, par exemple, il y a des groupes de travail qui réfléchissent sur les différentes thématiques. On appelle ici à faire de ces groupes de travail des groupes de travail plus spécialisés, de sorte à ce que les partenaires avec le gouvernement puissent réfléchir à des problématiques plus spécialisées et que tout le système en bénéficie. La coordination également appelle à faire en sorte que les différents projets, les différents programmes soient complémentaires, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir les effets les plus importants, que ce soit sur le plan budgétaire, mais également que ce soit sur le plan des projets. Donc, un appel à renforcer la coordination et aussi à fixer des objectifs de sorte à ce que les projets ou les interventions puissent aller vers une amélioration continue du capital humain et des problèmes spécifiques qui pourraient exister dans le pays. Enfin, c'est l'objet d'un rapport que nous avons présenté il y a 2 ans, mais nous appelons à renforcer la collection de revenus domestiques, parce que c'est cette collection de revenus domestiques qui va permettre à l'État même d'avoir les capacités de pouvoir investir dans le capital humain à côté de ce que peuvent faire les différents bailleurs. Ça va desserrer les tensions de trésorerie, donc la capacité de l'État à pouvoir investir. Et ne pas se retrouver dans une situation comme on l'observe, il y a plusieurs études qui le montrent et dans plusieurs pays, où lorsque les bailleurs, par exemple, interviennent dans certains secteurs, le gouvernement a tendance à moins investir. On constate que dans les pays où on voit ça, les progrès, les réformes et l'amélioration des conditions n'est pas durable parce que les bailleurs ne vont pas... il y a une question de temporalité dans l'intervention des bailleurs, mais également il n'y a pas de relève qui est créée au niveau de ces projets spécifiques-là. Donc je termine, comme je disais, on a les détails de toutes les recommandations point par point dans la présentation, mais également dans le rapport. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bien sûr, si le temps nous le permet, il nous fera plaisir de revenir là-dessus et de répondre à vos questions et préoccupations. Merci beaucoup, Sengina Ngeki. Encore une fois, merci pour cette communication très sportive et également la pertinence des différentes communications ce matin. Comme on a toutes ces questions à poser, moi je voudrais que notre monsieur Kwame nous, si possible, nous détaille un peu le pilier 1, ce qu'ils appellent pilier d'une reprise robuste, résiliente et inclusive, en encadré ou intitulé priorité politique pour réduire les déséquilibres macroéconomiques et soutenir une forte reprise. Le pilier 1 dit qu'il faut assurer le retour à la sécurité par un dialogue politique inclusif et le renforcement du système de protection sociale. Mais je n'ai pas vu une analyse assez approfondie qui justifie ce point 1. Les analyses de comment
quelle est la relation de cause à effet entre un dialogue politique inclusif et le rétablissement de l'équilibre macroéconomique. Quels sont les différents éléments de cette solution, comparé à d'autres piliers qui sont assez explicites et où les relations de cause à effet entre donc les solutions proposées et les résultats escomptés sont clairs. Je vous remercie. Je tiens à remercier M. Kwame pour cette belle présentation. Je joins ma voix à celle de mon collègue ministre de Santé concernant le pilier 1. S'il peut nous expliquer un peu davantage le rapport entre le dialogue et tout le reste qui peut mener à ce qu'on ait une reprise robuste et résiliente. Je ne comprends pas bien. Je vous remercie. Je suis donc Soiré Mamadi, représentant résident de la Banque africaine de développement en RCA. Je voudrais vraiment remercier donc la Banque mondiale pour ce cahier et féliciter le présentateur pour la clarté de la présentation. C'est vrai que la pertinence du sujet n'est plus à démontrer. Parce que, comme dit l'adage, il n'y a de richesse que d'hommes. Alors, je m'avais vous poser une question. Je crois que la présentation s'est beaucoup attardée sur l'éducation, ce qui est une bonne chose. Mais nous savons également que la richesse d'un pays repose aussi sur la diaspora. Donc, est-ce que vous avez travaillé un peu sur ce domaine de manière à mettre en place des conditions attractives qui puissent donc attirer donc les ressortissants centrafricains, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux et vaillants, à revenir investir et travailler en Centrafrique. Merci. Par le conférencier, moi j'ai pris un petit temps pour lire rapidement les résultats, pour pouvoir se donner les statistiques qui concernent le secteur de l'éducation. C'est vrai, c'est un tableau sombre. Les statistiques, les chiffres sont alarmants, c'est clair. Donc, concernant la question, je m'intéresse au concept de compétence. Vous avez insisté beaucoup sur les compétences. Au lieu d'apprendre seulement ou à évaluer les apprenants à travers les interrogations. Donc, il faut mettre l'accent sur les compétences. Mais en fait, compétences, dans quel domaine? Dans quel domaine? Parce que moi, je pense qu'il faut contextualiser le problème pour ce qui concerne notre pays. On a tout donné, on a mis beaucoup d'actions, on a mis beaucoup de moyens dans la formation générale. Après 60 années d'indépendance, on a des problèmes à trouver des techniciens dans certains domaines. Moi, je crois que le concept de compétence m'intéresse. Mais dans quel domaine? Je crois qu'il faut nous donner des détails concernant ces domaines. C'est la formation qualifiante, professionnelle, technique, etc. Je voudrais féliciter l'équipe de la Banque mondiale pour la qualité de ce rapport. Et aussi féliciter le présentateur pour la clarté aussi de son exposé. Bon, c'est vrai que c'est un document riche, détaillé, analytique, mais en termes de prise de parole, nous sommes un peu encadrés. Donc je vais essayer quand même de faire quelques, si je peux dire, des observations ou peut-être des contributions et poser une question. Déjà en termes d'observation, à la suite de l'intervention de M. le ministre de l'Éducation, j'ai vu que, en tout cas, ce qui est la partie que j'ai pu lire, et puis la présentation a mis beaucoup plus d'action sur la formation primaire. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Vous savez qu'il y a
un segment intermédiaire entre la formation primaire et la formation générale universitaire. Et donc c'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation. C'est important de développer aussi cette partie, ces segments concernant la formation technologique et surtout les recherches et développement pour connaître l'environnement socio-économique de la République centrafricaine. Vous savez, pour essayer d'investir dans l'éducation, les facteurs humains, pour essayer de développer aussi, il faudrait comprendre l'environnement socio-économique. Donc, dans le rapport, je n'ai pas vu un développement sur ce segment. En ce qui concerne aussi le volet recommandations, parmi les recommandations, vous avez parlé de la réouverture, même si c'est déjà évident, c'est-à-dire la réouverture du corridor. J'aurais souhaité qu'on parle beaucoup plus de diversification de sources d'approvisionnement, parce que aujourd'hui, même à la fin, l'exposant a parlé de la dépendance de la République centrafricaine vis-à-vis de l'unique corridor Bangui-Douala. Il serait souhaitable de développer que le gouvernement, à court terme, je pense que pendant la période forte des crises de fin 2020, début 2021, il y a eu des réflexions sur la voie qui passe par la République du Congo. Donc je pense que c'est une piste en parlant de réouverture, mais de diversification à court terme par cette voie et éventuellement à moyen terme par d'autres pour essayer quand même de réduire cette dépendance vis-à-vis de l'unique corridor Bangui-Douala. Alors, en dernier lieu, vous avez mis l'accent en présentant un peu les agrégats macroéconomiques, un peu la situation, l'impact négatif, déjà depuis des décennies, les différents conflits, et récemment de la crise sanitaire sur l'économie centrafricaine de manière générale, et en particulier sur les finances publiques. Vous avez même relevé le fait que, bien avant la pandémie, la RCA, c'est-à-dire le budget était comblé à plus de 50% par les appuis extérieurs. Et dans le rapport aussi, je pense même dans l'exposé d'introduction, que ce soit du représentant de la Banque mondiale ou du ministre des Finances, ils ont mis en exergue un peu la réduction ou même la rareté de ces appuis budgétaires. Alors d'un côté, les rapports recommandent un investissement massif dans ces domaines, le capital humain. De l'autre côté, on met en exergue la rareté des ressources. Vous savez, on parle de surendettement de la République centrafricaine et on parle aussi, même si ce n'est pas là, c'est-à-dire on parle de la réduction aussi du rapport du taux d'endettement sur le PIB. Alors, qu'est-ce que la Banque mondiale, ou bien à travers ce rapport, qu'est-ce qui peut être recommandé? Parce qu'on ne parle pas d'endettement. On pousse la République centrafricaine à toujours réduire son endettement. On réduit l'endettement, il n'y a pas de ressources, et il n'y a pas d'aide. Alors, comment faire pour investir? C'est ça la question. Ce sont tous des moyens qui contribuent à la lutte contre l'insécurité et c'est clair, avec le sens commun, on le sait, et aussi dans le rapport, c'est clair que les périodes d'insécurité ont un impact négatif sur la population et là, on a vu que dans la logique de créer un climat de sécurité, il n'y a pas un conflit, mais une stabilité à long terme. Ce dialogue politique inclusif, c'est une des caractéristiques de ça. Et quand on parle de dialogue politique, on ne parle pas spécifiquement d'une initiative ou autre qui est en train de se préparer dans le pays, c'est surtout sur un climat politique normalisé où il y a moins de risques qu'il y a une retombée ou un regain de l'insécurité et plus de garantie et plus de prédictibilité d'une situation sécuritaire et qui bénéficie la population, du fait qu'on a élaboré plus. Je crois qu'un autre point, sur le dernier point, il y a quand même quelques recommandations dans le rapport, parce que le rapport reconnaît
de manière très claire cette situation très compliquée. Il peut parler plus sur le risque sur endettement, mais il y a quand même une nuance qui est très importante. On dit d'un côté, et je sais, parce qu'on a discuté avec les ministres, qu'il y a un grand travail, une grande priorité pour élargir l'assiette fiscale, pour avoir une croissance des recettes intérieures. Il faut avoir plus de moyens pour dépenser. Là aussi, la situation sécuritaire va aider s'il y a la sécurité. Ça, d'un côté, est très important. D'autre côté, un budget, avec les moyens qu'on a, il y a des choix à faire dans ce budget. Et là, je crois que c'est important qu'on regarde que si on veut stimuler les secteurs sociaux, le capital humain, il faut aussi faire les investissements dans le cadre d'un budget dont on dispose. Je crois que ça, c'est un élément, une nuance qui est très important. Et je crois que c'est important de voir comme deux choses différentes. D'un côté, le choix qu'on fait, comment on partage le budget entre les différents secteurs du pays, parce que ça est une réflexion de notre choix politiques qui sont été faits. Et puis, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la disponibilité des ressources pour faire ces investissements. Je m'arrête là-bas et pour le reste des questions, je vais passer la parole à Wilfried peut-être pour finaliser une discussion. Sécurité, que ce soit sur le corridor, que ce soit sur d'autres axes routiers, a un lien direct avec les recettes domestiques. Donc, quand on parle de déséquilibre macroéconomique, c'est de ne pas se retrouver dans des situations où des conflits pendant quelques jours vont avoir un impact direct sur les prix, mais également un impact direct sur les recettes qui sont collectées dans les différents corridors. Sans oublier également les volontés et les planifications d'investissement du secteur privé, qui sont également affectées par les différentes incertitudes en termes de sécurité. Donc, le lien est moins évident que les différents indicateurs qu'on a proposés, qu'on a discutés, mais le lien il est là parce qu'il y a un lien direct avec les recettes domestiques, il y a un lien direct avec les prix, il y a un lien direct avec également le secteur des services, que ce soit l'hôtellerie, les voyages, les opportunités de tourisme. Il y a ce lien direct au niveau macroéconomique général. Donc, c'est ce lien que nous faisons ici entre la stabilité, le dialogue politique qui assure un environnement sécuritaire qui permet au secteur privé, aux investisseurs de pouvoir investir et donc de pouvoir participer à la collecte de ressources domestiques et au dynamisme économique. J'espère que ça clarifie les deux premières questions des excellences, le ministre de la Santé et le ministre du Travail. Au niveau de la question 3, sur le rôle de la diaspora, le rapport, pour être franc, le rapport n'a pas discuté directement du rôle de la diaspora. Ce n'est pas pour vous dire que nous ignorons ce lien qui peut exister sur la possibilité de la diaspora de venir contribuer au capital humain ou encore de venir investir en SCA. C'est notamment parce qu'on n'a pas eu de données pour pouvoir fournir les bases analytiques à ce diagnostic-là. Donc on a parlé au niveau du compte courant de transfert privé, donc le transfert d'argent et tout, mais au niveau de la diaspora, on n'a pas eu de données qui nous permettent de pouvoir élaborer un plan clair au niveau de comment la diaspora peut contribuer à l'accumulation de capital. Ceci étant dit, on n'ignore pas l'impact que ça peut avoir et il y a plusieurs pays qui ont mis en place des politiques d'attraction de la diaspora. Je peux citer l'exemple de mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, qui a mis en place cette politique il y a quelques années. Je peux citer l'exemple également de plusieurs pays d'Asie qui ont mis également en place des politiques d'attraction de la diaspora. Au niveau de la question 4 de son Excellence le ministre de l'Éducation, on parle ici de compétences, ça englobe les différents éléments que vous avez évoqués. On ne dénie pas, on ne renie pas la formation générale. Alors, ce qu'on entend par compétences, c'est également les formations qualifiantes qui peuvent exister, donc que ce soit au niveau des formations professionnelles, comment est-ce qu'on apprend des métiers aux individus de sorte à ce que quand ils sortent du marché du travail, ils soient opérationnels. Mais également au niveau de la formation générale, il peut y avoir des mécanismes, surtout au niveau du supérieur, qui peuvent intégrer des mécanismes de stage, d'apprentissage, qui peuvent faire en sorte que les élèves dans des formations spécifiques
puissent avoir la possibilité de pouvoir être confrontés au marché du travail et ne pas sortir du marché du travail après un bac plus 5, un bac plus 6 et un bac plus 3 sans avoir d'expérience professionnelle, qui fait en sorte que même l'employeur va se retrouver dans des difficultés à pouvoir t'embaucher parce que tu n'as pas grand-chose à montrer à part juste des diplômes. Donc, quand on parle de compétences, on parle d'éléments concrets qui va permettre aux individus, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit au niveau des qualifications, qui permettent aux individus d'être plus facilement employables. Il y a également d'autres pays ou d'autres littératures économiques qui parlent également de comment est-ce que le système éducatif et le système de formation s'adapte au marché du travail, à la culture du marché du travail. Donc, s'assurer que les besoins des entreprises puissent être intégrés également dans la formation et dans la prise de connaissances et de compétences au niveau du système éducatif. Concernant les données, ce rapport a été rédigé avec toute l'équipe de la Banque mondiale, donc les équipes qui travaillent sur le secteur de la santé, sur le secteur de l'éducation, sur le secteur de la protection sociale et d'autres secteurs qui sont liés au capital humain. Et nous avons fait l'effort de prendre en compte les dernières données disponibles. Donc vous allez voir dans le rapport qu'il y a les derniers bases de données émises et mixtes qui ont été intégrées dans le rapport. Et c'est un travail continu. Actuellement, nos collègues d'éducation travaillent sur un rapport qui porte sur les compétences également, qui va également peut-être permettre d'apporter plus d'éclairage à ce niveau. Si les dernières statistiques montrent une amélioration significative, ça va être bien sûr positif et ça va permettre de pouvoir réduire un peu le gap et l'effort qui peut exister dans les efforts qui ont déjà été entamés par le gouvernement. La cinquième question est bien sûr une question pas facile à répondre, mais ici on voit une opportunité, dans le sens où c'est sûr que si tu as un risque surélevé de surendettement, que ce soit au niveau des prêteurs, il va y avoir une difficulté aux gens de pouvoir te prêter de l'argent. Parce que la soutenabilité de la dette va être beaucoup plus vulnérable, elle va être beaucoup plus facile. Donc ici, on voit l'effort de réduction du risque de surendettement et l'effort continu à réduire l'endettement comme une opportunité pour la RCA de pouvoir avoir la capacité de pouvoir emprunter dans le futur. Mais tant que ce risque reste élevé, il va être difficile pour la RCA de pouvoir avoir à la fois des prêts, mais également des prêts à des taux avantageux. Donc pour ne pas mettre la difficulté sur le pays. On voit une opportunité dans le sens où les deux principales faiblesses structurelles qui caractérisent pourquoi la RCA reste à risque élevé de surendettement alors que la dette continue de baisser, c'est la mobilisation des recettes domestiques. Parce qu'il y a des ratios, des indicateurs qui sont déterminés, qui sont utilisés pour pouvoir analyser la soutenabilité de la dette. Donc on a également le ratio de service de la dette sur les recettes domestiques. On a les ratios qui portent également au niveau des revenus des exportations. Donc c'est les deux principaux éléments qui font que le risque élevé de surendettement reste faible. Donc on voit une opportunité ici à également tirer la sonnette d'alarme, à appeler à continuer de faire des efforts en termes de réduction de la dette, puisque ça va continuer de pouvoir réduire le dénominateur, mais également des efforts au niveau du numérateur, au niveau de la mobilisation des recettes domestiques et de l'amélioration des recettes d'exportation qui va permettre de pouvoir réduire les ratios qui font que la SCA se trouve encore en situation de surendettement. Comment investir? Le rapport ne parle pas uniquement de juste investir dans le capital humain. On parle également des questions d'efficience, on parle également des questions de gouvernance, de questions d'utilisation efficace des ressources qui sont déjà disponibles. On voit des marges de manœuvre, on voit des opportunités à voir comment est-ce qu'on utilise mieux déjà les ressources qui sont disponibles et ensuite, quand les moyens le permettront, il va y avoir une possibilité d'augmenter ces ressources-là dans les différents secteurs. Le rôle des différents partenaires internationaux, oui, la statistique interroge sur les plus de 52% des recettes qui sont financées par les différents bailleurs, mais en contraste, ça met en quelque sorte en évidence un peu la fragilité ou la vulnérabilité que la SCA peut avoir. Encore une fois, c'est lié à la question de la mobilisation des recettes domestiques, parce que plus la mobilisation augmente, plus le ratio va baisser. Donc ici, l'idée, c'est de dire, oui, les partenaires font des investissements dans les différents secteurs, mais ces investissements, tous seuls ne seront pas suffisants. Il faut que l'État accompagne ces investissements et ceci passe bien évidemment par une augmentation des ressources allouées, mais également une augmentation de l'exécution des ressources qui sont allouées aux différents secteurs sociaux. Je pense que c'est de préserver le trafic sur le corridor qu'on connaît à Douala. Mais d'autre côté, le gouvernement s'engage
engagé vraiment, certainement après la dernière crise, pour travailler vers le désenclavement. Je sais qu'il y a déjà un projet entre le gouvernement et la Banque africaine de développement pour travailler vers le désenclavement fait par moi. C'est déjà quelque chose de très important. La Banque mondiale est en train d'étudier comment on peut participer dans ce projet. D'autre côté, il existe déjà un projet de la Banque mondiale pour régler et améliorer la connectivité vers Birao et Antafok. Les travaux sont en cours et on peut que ça peut accélérer certainement s'il y a une situation de sécurité qui le permet. Et les échanges autour des recommandations ont été particulièrement pertinents et enrichissants. C'est ici le lieu de vous féliciter pour le grand intérêt que vous avez accordé à cette assise et surtout pour votre assiduité exemplaire. Je pense pour ma part que les objectifs assignés à cet atelier ont été atteints. C'est pourquoi je tiens à réitérer à toute l'équipe de la Banque mondiale les gratitudes du gouvernement ainsi que sa détermination à faire des recommandations de cette 4e édition des cahiers économiques de la République centrafricaine, un repère des prochaines réformes à mener en vue de la qualité de nos ressources humaines, rehausser le niveau de notre capital humain. Je suis persuadé, pour ma part, que le prolongement du délai de mise en œuvre du plan national de relèvement et de consolidation de la paix permettra, avec les appuis multiformes de tous les partenaires techniques et financiers, de soutenir l'investissement dans le capital humain, comme le préconise la thématique objet de ces travaux. Je voudrais pour terminer, encore une fois, de plus remercier, au nom du gouvernement que dirige son Excellence M. Henri-Marie Dondra, Premier ministre, chef du gouvernement, sous la très haute impulsion de son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, toute la communauté internationale pour son soutien inébranlable à la République centrafricaine. À vous, chers participants, experts nationaux des départements concernés par la question de capital humain, il me plaît de vous adresser encore une fois, de plus, toutes mes félicitations pour votre participation active à cet atelier. Je profite de cette occasion pour vous dire que le gouvernement vous saurez gré des aptitudes dont vous ferez preuve pour la mise en œuvre des recommandations de ce rapport sous la conduite, bien entendu, de vos chefs de département respectifs. Tout en vous souhaitant un bon retour dans vos départements et pays de résidence respectifs, je déclare clos les travaux de l'atelier de dissémination de la 4e édition des cahiers économiques de la République centrafricaine. Je vous remercie.